je me rappelle d'une vidéo où on était allé voir le film Kaamelott au cinéma, et puis je suis rentré dans la salle, et quand je suis ressorti, la vidéo avait 2 millions de vues. Oh. Et là, il s'est passé un truc de fou, c'est-à-dire que j'ai regardé mes notifications, et en fait, tu sais, ça affiche plus 9300 abonnés. Tu rafraîchis, plus 12 000 abonnés. Tu fermes ton truc, tu vas aux toilettes, tu rafraîchis, plus 15 000. C'est pas possible, il y a un bug, faut que ça s'arrête. C'est comme la machine à sous, tu sais, quand ça tombe, où t'es pressé de récupérer ce que t'as mis pour être sûr que c'est pas une démo, quoi. Et il y a un peu ce truc-là de, ok, alors là, ça bug total. Et en fait, on s'est retrouvé à 200 000, 300 000, puis 400 000, comme ça, là, 450 000 et tout. Et en fait, ça allait trop vite. T'as eu peur de gagner? T'as eu peur de ce que ça... du succès? Ouais, parce que tu sais, quand tu bats le boss final, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Et en fait, j'ai pas envie, moi. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. C'est ton premier podcast ? Non, j'en ai fait d'autres. Ok. Mais pas dans cette configuration-là, on va dire, et j'en ai pas fait beaucoup, et du coup, je suis doublement content parce que je m'exerce à l'exercice aussi au passage. Okay. Donc ça, c'est cool. Je te rencontre, je m'exerce à l'exercice. Et puis voilà, ça va être chouette. Charlie, je t'ai rencontré, je crois, il y a 1 an et demi à peu près, par l'intermédiaire de Kylian. Exact. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans l'histoire de succès, mais avec son fameux cercle des créateurs où il y a des tas de créateurs qui créent des tas de projets. Et j'ai découvert un peu ton compte Insta à l'époque où tu devais avoir 10 000 abonnés. Oui, c'est ça. C'était à peu près ça. C'était le début, on va dire. Et en gros, ce que tu fais dans la vie, c'est que t'es coach sportif, c'est ça ? Ouais, en fait, je suis créateur de contenu, on va dire fitness, remise en forme, et je suis un peu le gars des réseaux qui donne des astuces pour se remettre en forme au quotidien. Ok, et t'en as fait un business aujourd'hui puisque tu sors un bouquin. Yes. J'ai envie de t'interroger sur le titre parce que ça s'intitule Méconnaissable en 60 jours, où c'est le programme pour perdre du temps sans perdre de poids. Pour perdre du poids sans perdre de temps, très marrant. Et en fait, c'est très intéressant parce que ce bouquin respire un petit peu toi. J'ai l'impression, donc déjà ça prouve sans doute que ça marche. C'est très positif d'une manière générale et je crois que tu essaies d'aller un peu à l'encontre de tous ces bouquins qui expliquent que il faut pour perdre du poids, il faut compter ses calories, il faut se restreindre, il faut se priver, faut faire des régimes, etc. Donc toi, t'es vraiment pas de régime, t'es anti-régime. Hein. Exactement. Ouais. Et donc tu sors ce bouquin chez Marabout.
Et pourquoi méconnaissable? Parce que tu vois, par exemple, j'en ai parlé à ma chérie, je lui ai dit, tiens, j'interviewe Charlie, il a écrit un bouquin qui s'appelle Méconnaissable en 60 jours. Elle m'a dit, mais je veux pas que tu sois méconnaissable. Je trouve ça tellement bims. Pourquoi t'as intitulé comme ça? Alors j'aime beaucoup ce mot. Donc déjà, c'est assez original et j'avais pas envie de rentrer justement dans on va dire peut-être un cliché dans l'industrie du fitness et de la minceur avec un titre qui me ressemble pas. Méconnaissable, en fait, c'est un titre que j'aime bien, que j'ai beaucoup testé aussi sur les réseaux et qui vient englober plus que la sphère physique. C'est ce que tu disais. En fait, l'idée, c'est que je suis très attentif au bien-être psychologique, mental autour de ça. Et j'ai vraiment un triptyque en tête, nutrition, sport, mental, qui est illustré dans le livre, où l'idée, c'est justement de dire tu vas être méconnaissable, mais comment? Tu vois. Et là, on peut imaginer plein de choses. Parce que tu peux être méconnaissable parce que tu as eu un accident de moto. Tu peux être méconnaissable parce que tu as changé dans ta tête, dans ta façon d'être, dans ta façon de te sentir. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que ce livre soit un parcours un peu individuel, ce qui est pas évident dans un livre, parce que tu écris pour beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'il y a ce bonus dont on pourra parler si tu veux. Et en fait, l'idée, c'est de permettre aux personnes de trouver des leviers qui vont les aider personnellement à évoluer en fonction de leurs attentes. Et là, en fait, il y a plein de parcours possibles. Ces personnes seront méconnaissables au bout de 60 jours. Ça veut pas dire que tu vas perdre 70 kilos en 2 mois, etc. Pas du tout. Ça veut dire que tu vas changer ta façon de faire et intégrer dans ton mode de vie des ancrages profonds et durables qui vont conditionner la suite, parce qu'on est ce qu'on mange au quotidien, ce qu'on fait, etc. Et en fait, c'est un peu ça l'idée du livre. Je trouvais ça chouette. Et ça a été accepté par Marabout. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Tu vas nous en parler un peu après, mais t'as pas été toujours le mec qui est ultra fit et qui est à fond dans le sport et dans la prise de conscience de ce qu'on mange, etc. Avant ça, t'étais analyste financier, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. J'ai pas toujours été le mec le plus fit, effectivement. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt en surpoids, très en surpoids, et pas très bien dans ma peau. Et donc j'ai expérimenté ce mal-être, on va dire, qui, avec du recul, faisait pas forcément sens, mais on s'en rend pas compte. On a l'impression qu'on est conditionné aussi par ça, par notre poids, par le rapport des gens à notre propre corps, plutôt que notre rapport nous-mêmes, tu vois, à notre corps. D'ailleurs, j'ai eu des cas assez intéressant en coaching, on divague un peu, mais de personnes qui, après avoir perdu du poids, se rendent compte que c'était pas ça finalement qui les empêchait d'être heureux. Tu vois, c'est assez intéressant de découvrir ça aussi. Je suis pas psychologue, hein. Mon petit frère l'est m'a un petit peu alerté sur ces sujets-là. Et du coup, avant, oui, j'étais analyste financier. J'ai été analyste financier, donc j'ai fait un master en immobilier en finance, double spécialité. Et puis, j'ai bossé 8 ans en finance, en direction financière. Analyser des dossiers d'investissement en immobilier, rien à voir, tu vois, absolument rien à voir. Et à côté de ça, en fait, si tu veux, avant tout ça, j'étais joueur de jeux vidéo. Ok. Semi-professionnel, on va dire. Ah ouais? Et ouais. Je savais même pas. Et du coup, je faisais des LAN, je me déplaçais un peu partout. Tu jouais à quoi? J'ai joué à Counter-Strike et puis à League of Legends. Allez là, oui, bien sûr. Ah ouais, t'étais semi-pro. Et en fait, j'avais un bon niveau. Ouais, j'étais pas pro, j'étais pas loin d'être pro, mais j'étais surtout coach. Et en fait, je donnais des cours de jeux vidéo. Et j'aidais des personnes un peu comme un prof de piano qui apprend à des apprentis pianistes à être meilleurs dans leur pratique. J'apprenais à des joueurs de League of Legends à l'époque à devenir meilleurs dans leur jeu. Ils avaient une expérience encore meilleure parce que je leur donnais aussi ma vision, etc. Et j'ai fait énormément, des milliers d'heures de coaching en one-to-one pendant mon master, où j'ai appris justement la transmission, la pédagogie, la vulgarisation par rapport à un sujet qui me passionne, si bien qu'à la fin, je gagnais beaucoup mieux ma vie en fait en faisant du coaching Clash Royale, du coaching League of Legends, du coaching Counter-Strike, qu'en faisant mon métier d'analyste financier. Waouh. Et puis à un moment, pour pas que mes parents m'étranglent, je leur ai dit finalement je vais faire le choix safe de continuer après mes 5 ans d'études pas que tes parents dans la finance. Non mais tu sais, c'était un peu la vieille école, et puis j'avais un choix à faire entre la finance, continuer dans la finance, et puis continuer dans le jeu vidéo et dans la pédagogie et dans le coaching. Et ça se passait trop bien dans le coaching en jeu vidéo, et ça me galvanisait, j'adorais ça, et c'était exceptionnel. Mais bon, j'ai fait un master en finance, j'ai un super job qui est super bien payé, un confort, on va dire, et du coup j'ai fait le choix un peu safe. Et en fait, il y avait ce truc-là un peu en latence pendant tout ce temps-là, et il y a eu un phénomène qui s'est passé, c'est que j'ai eu besoin d'un sas de décompression, vu que j'avais plus les jeux vidéo à côté de la finance, qui a été du coup le sport, où je suis devenu un méga geek de la nutrition et du sport et des sciences autour de ça. T'es geek quoi que tu fasses, en fait, j'ai l'impression. Dès que tu prends un truc, tu vas te passionner dessus, quoi. Voilà. Ça. Je suis un peu, tous mes potes m'appellent le tryharder, parce que quand je me mets sur quelque chose, je le tryhard et on me voit plus. Alors le tryhard, c'est plutôt dédié aux jeux vidéo d'ailleurs, à la base. C'est plutôt dédié aux jeux vidéo, exact. Faire en sorte de tout faire pour gagner, pour arriver au top du top. Voilà. Ouais. Et en fait, d'avoir cette vision de
Dans les jeux vidéo, je disais toujours à mes copains, on n'avait pas le même niveau, du coup, je leur disais, mais vous jouez et moi je suis plus focalisé sur et moi je travaille en fait. C'est-à-dire que quand je meurs dans un jeu vidéo, peut-être je rage, mais je me pose aussi la question de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça va plus se reproduire, j'analyse, je re-regarde l'erreur que j'ai fait, machin, donc c'est très analytique on va dire. Okay. Et j'ai toujours eu cette vision-là un peu tryhard sur tout. Et en fait j'ai fait ça dans la nutrition et dans le sport, où j'ai fait des certifications, j'ai suivi de mon côté plein de vidéos, j'ai un peu lu tout ce que je pouvais trouver, j'ai dévoré tous les rayons de la Fnac sur ces sujets-là. Et puis, j'ai un peu fait, tu sais, ce qu'on appelle la méthode Feynman, c'est-à-dire de retranscrire ce que j'apprenais aux gens autour de moi. Officieusement, à commencer le coaching, en fait, en parallèle de l'analyse financière, tu vois. Okay. Et là, j'ai kiffé, parce que y avait des résultats, sur moi, sur les autres. Ensuite, j'ai encadré une équipe en finance et du coup, j'ai retrouvé le côté qui me plaisait, c'est-à-dire la pédagogie, la transmission. Et là, je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. J'ai été interviewé pour un journaliste en finance, par une journaliste, pardon. Et puis, elle m'a dit, vous avez un truc pour ça aussi. Ça a été un petit déclic pour moi. Je me suis dit, bon, il faut peut-être en faire quelque chose. Là, je commençais à être vraiment piqué au sport et à tout ce qui tourne autour. Let's go, pourquoi pas se lancer finalement et puis créer un poste et puis voir comment ça se passe. Ok, on va reparler de tout ça. Hein. On va refaire toute ton histoire. On a ouvert beaucoup de portes. Ouais, mais c'est trop intéressant. Mais tu sais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Charlie, quand tu avais 7-8 ans ? Oh, j'étais assez timide. Hein, j'avais beaucoup d'amis. Je comprenais pas pourquoi. Et en fait, j'étais le mec timide populaire. Tu vois, c'est assez marrant parce que j'étais timide, c'est-à-dire beaucoup dans mon coin et tout, mais les gens m'appréciaient. Donc j'ai plutôt bien vécu ça. J'avais des potes super et je ressemblais à un gars qui découvrait un peu la technologie et l'ordinateur et les premiers jeux en ligne. Donc voilà, pas spécialement bon élève. J'étais dans la moyenne. Mes parents ont beaucoup fait pour moi à base de profs particuliers pour que je m'en sorte, tu vois. Ils m'ont aidé là-dessus. Et puis j'étais surtout pas bien dans mon corps parce que j'étais en surpoids, quoi. Donc c'était assez compliqué au niveau de mon image. Et le fait d'avoir un avatar en ligne, ça m'aidait quand même beaucoup, tu vois. Ah oui, ok. Tu jouais à quoi quand t'étais plus jeune ? En fait, un jeu qui existe peut-être encore qui s'appelle Slayer Online, okay. qui est un vieux jeu, le début des MMO, avant WoW, etc., tu vois. Avant World of Warcraft, donc. Avant World of Warcraft, auquel j'ai beaucoup joué aussi, évidemment. Et voilà. Et en fait, c'était assez génial de voir qu'avec du temps, du travail et de l'énergie, on pouvait faire des choses chouettes, en fait. Ok. Mais pour le coup, tu faisais ça sur ton ordinateur et tu t'avais pas forcément d'activité sportive à côté, c'est ça ? J'avais pas d'activité sportive à côté, mais j'étais un peu un explorateur, c'est-à-dire que j'ai commencé à créer un forum, donc à apprendre à coder, puis à faire des vidéos sur le jeu, donc à apprendre à monter et à rentrer vraiment dans tous ces sujets-là, tu vois, connexes à ça, parce que quand je me lance dans un sujet, j'aime bien vraiment l'investiguer. En fait, ça a été un peu ça aussi là-dessus, et ça m'a ouvert aussi des portes et des choses qui me sont encore utiles aujourd'hui. Comme quoi, par exemple ? Comme une certaine esthétique, en fait, dans ce que je fais, dans ce que je vois, et puis une compréhension un peu différente par le passé. Et je me rends compte que beaucoup de compétences que j'ai acquises, même en finance, me servent aujourd'hui par transfert de compétences. Je trouve ça vraiment passionnant. J'en attendais pas autant, en fait, de ce que j'ai fait dans le passé, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est une vraie force d'avoir fait plusieurs fausses routes comme ça et de m'être pris pas mal de murs avant de trouver la bonne voie pour moi, ou celle qui me semble bonne, en tout cas. C'est pas des fausses routes. Et non, ça m'a permis de me déterminer, en fait. Mais c'est vrai que je le présente souvent comme ça, mais t'as raison, c'est peut-être pas le terme le plus approprié. En tout cas, ça me sert beaucoup aujourd'hui. C'est des détours. C'est des détours. Voilà, c'est ça. Un peu plus de NEET, un peu plus de marche. Un peu plus de marche. Le mec qui pose là, direct. Parce que on va en parler, mais en gros, le NEET, c'est un peu le cœur de ta démarche. Ouais, j'en parle beaucoup parce que, en fait, le NEET, donc Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est tout le mouvement qu'on fait au quotidien et qui va contribuer à nos dépenses caloriques, en plus. Et c'est un peu de l'inconscient. Quand on marche, quand on danse, quand on fait des activités comme ça, c'est du NEET. Et ça, en fait, c'est 3 fois plus en moyenne, 3 fois plus de dépenses que le sport, que l'activité sportive sur laquelle on se focalise trop. Ce qu'on parfois on redoute, on n'a peut-être pas le temps pour, ou on croit ne pas avoir le temps pour. Le NEET, c'est simplement prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, ou quand on passe un coup de téléphone, faire des pas chez soi en rond. On croit que ça sert à rien, et en fait, derrière, ça se chiffre assez fort au niveau des dépenses. Et au-delà d'un contexte de déficit calorique ou de perte de poids,
c'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'humeur, c'est bon pour tout un tas d'hormones, c'est bon pour plein de choses. Et puis ça aide à incuber aussi des idées, tout ça, d'être dans le mouvement. Donc on est tous différents par rapport à ça, mais c'est un truc que je pousse pas mal, que je rabâche pas mal. Ouais. Tu le vois dans mes contenus, parce que j'y crois fort et parce que ça vient justement casser plein de barrières un peu limitantes de personnes qui n'ont pas le temps ou ne prennent pas le temps de bouger au quotidien. Et puis c'est simple de marcher. Enfin, si on y arrive, et si on a le temps et si... Enfin, voilà, mais effectivement, ça nécessite de changer peut-être ton quotidien, quoi. Exactement, on a un peu designé en fait sa vie autour de ça, de s'arrêter un arrêt avant et de terminer à pied. Enfin, il y a plein de petites astuces que je donne tout le temps et qui font que ça ne coûte rien. C'est pas un produit qu'on achète, il n'y a pas de pilule magique. Et en fait, c'est ça qu'on veut aussi mettre en avant beaucoup. Et par rapport à tous ces mythes là de la nutrition et de cette industrie qui va souvent trop loin à mon goût, c'est que marcher c'est gratuit et évidemment tu n'auras jamais de pubs qui vont t'encourager à marcher parce que ça se monétise pas. Mais c'est vachement bien. Quand tu dis c'est un truc qu'on a envie de mettre en avant, tu parles de qui quand tu dis on? Des gens comme moi, on est quand même pas mal sur les réseaux. Donc moi, je suis beaucoup sur Instagram et on est pas mal sur les réseaux quand même de créateurs de contenu qui veulent un peu contrebalancer ce qu'on voit au niveau de certains annonceurs, ce qu'on voit au niveau de pubs, de marketing un peu abusif. On essaie de faire contrepoids avec toutes les méthodes miracles en fait, avec l'effet un peu, tu sais, shiny object. Il y a un nouveau truc, je me jette dessus, c'est la méthode minceur 3000. Non. En fait, l'idée, c'est de dire que c'est pas forcément si compliqué que ça, que c'est un mode de vie, que c'est pas un rush, et que ça peut totalement s'intégrer dans quelque chose, et aussi que c'est pas du tout une injonction. C'est-à-dire que en fait, tu as des personnes qui viennent. Enfin, moi, j'ai beaucoup de personnes tous les jours qui viennent me demander comment perdre du poids. Au troisième pourquoi, tu vois, pourquoi tu veux perdre du poids, pourquoi tu te sens mal, pourquoi. On se rend compte que c'est, en fait, non, elles sont très bien comme ça. Et que moi j'encourage pas tout le monde à être super fit, à être super, pas du tout, faut juste être bien en fait. Ouais. C'est ça l'idée derrière ça, c'est ça. C'est une vraie question, hein. D'être bien. Question sociétale. Ouais, c'est clair. Bon, mais revenons à toi. Qu'est-ce qui donc j'ai bien compris que t'étais à fond dans le jeu vidéo, etc. J'entends aussi que qu'est-ce qui t'a donné envie de coacher en fait? Tu vois, à quel moment tu t'es dit aussi tiens, en vrai il y a peut-être moyen de faire une carrière et d'aller plutôt vers le coaching que vers bah, juste le jeu vidéo, quoi, tu vois, d'être joueur pour le coup. Ah, dans les jeux vidéo. Ouais. En fait, dans les jeux vidéo, j'avais pas le niveau pour être pro. Je pense. C'était compliqué, tu vois. Et c'est vrai que le coaching, j'ai trouvé, il s'est passé un truc en coaching, un vrai alignement. Vraiment, quand j'ai fait ça, j'ai adoré. Genre vraiment, encore plus que le jeu, en fait. Et je jouais finalement, tu vois, avec des personnes. Donc je faisais ce que j'aime le plus, en donnant des conseils, en aidant. À côté, il y avait des histoires où j'aidais des gens aussi en jouant sur leur compte pour les aider à monter des niveaux, etc. Donc en fait, il se passait plein de choses en même temps et c'était hyper galvanisant. Genre j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Après, il y a une phase un peu bizarre où tu sais. T'avais quel âge à l'époque? J'ai commencé quand j'avais peut-être 18 ans. 18 ans, 19 ans, tu vois, j'ai fait ça à partir de ce moment-là où tous les soirs quand je rentrais de cours, je faisais ça, je coachais. Et en fait, à un moment, je commençais à culpabiliser de jouer sans gagner de l'argent, tu sais. C'est-à-dire que vu que c'était devenu presque mon job, si je joue 1 heure et que 1 heure ça représente, je sais pas, 50 €, tu vois, par exemple. Bah, quand je jouais juste pour moi, je me dis mais pourquoi je suis pas en coaching là, tu vois. Ah oui. Donc c'est devenu un peu toxique pour moi-même aussi ce truc-là de professionnaliser une passion. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à professionnaliser ma passion pour le fitness, la nutrition et le mouvement, parce que je suis mordu de ça. J'adore. Genre je suis un passionné, mais un passionné. Genre j'étudie le fonctionnement des machines en salle de sport et la mécanique de poids et le bras de levier et puis pourquoi ça fait comme ça et la concentrique. Et ça me passionne vraiment fort. Et du coup, je me suis dit, Charlie, ne te perds pas à essayer de vendre ça. Et en plus, j'aime pas vendre, c'est pas on n'aime pas vendre. Enfin, c'est un peu comme ça, tu vois. Mais non. Il y a des gens qui adorent vendre. Peut-être de toi. vrai. J'aime pas vendre. Ok. non, vraiment, il y a des gens qui adorent vendre. Oui, c'est vrai. Ok. Donc c'est le truc, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais souvent, tu vois, avec des personnes passionnées dont leur cœur de métier est de transmettre leur passion, le moment où il faut se valoriser, tu sais, se mettre en avant, ben on fait un peu, on a un peu du mal, quoi. En tout cas, moi, j'ai du mal. Et je dis beaucoup c'est vrai, oui. Parce que j'aime bien que les gens parlent dans mes interviews. Exactement. Alors, j'ai un peu du mal, voilà, à me vendre. En fait, j'aime pas beaucoup ça. Et du coup, j'ai beaucoup reculé ce moment où je me suis dit, en fait,
ça c'est ma passion, on n'y touche pas. Je suis à fond dessus. J'aide officieusement des gens que je peux aider quand je vois des choses, quand je vois qu'ils sont intéressés et que je peux avoir de la positivité à leur apporter. Mais j'ai beaucoup reculé ce moment-là, tu vois. C'est dur pour toi et je te dis ça parce que c'est Irma qui m'en parlait, qui est la chanteuse. Si vous voulez aller écouter Irma, remonter dans le podcast, c'était l'un des tout premiers épisodes, qui disait qu'en fait c'était compliqué de transformer une passion en travail. Oui, exactement. Et en fait, tu sais quoi, quand je me suis lancé, il y avait pas du tout d'objectif d'en faire un business. Je me suis lancé parce que j'aimais ça. Et parce que j'ai fait un shooting photo en 2019, ça fait pas longtemps que je suis lancé sur les réseaux, hein. On dirait que ça fait longtemps, mais ça fait même pas 3 ans. Et en fait, j'ai voulu documenter qu'est-ce qu'un shooting, avec c'est quoi la balance sodium-potassium, comment on gère l'eau, comment on gère, plein de choses, tu vois. C'est pour quoi un un moment. shooting? Un shooting photo, en fait, j'ai voulu, j'ai atteint un bon niveau physique à ce moment-là, Okay. j'ai voulu l'immortaliser, et puis faire face aussi à ma peur de me montrer. En fait, il faut savoir que quand quelque chose me fait peur, j'ai tendance à vouloir y aller, mais j'ai très peur, mais j'y vais. Et du coup, j'ai fait ça. Et puis, pareil, j'ai beaucoup bossé pour que le shooting soit parfait. Donc, j'ai tout étudié. Comment poser, comment contracter quoi, comment bien rendre, qu'est-ce qu'il faut manger avant, qu'est-ce qu'un rebond glucidique, comment on fait pour être au max à un moment M pour un shooting photo. Voilà. Okay. Des questions d'angle et de lumière et de tout. Et du coup, j'ai voulu documenter ça parce que c'est passionnant, c'était trop bien. Quand j'ai compris ce truc-là, 4 jours avant, t'arrêtes de boire de l'eau, et puis là tu prends du sel, et puis là tu fais tel truc, et là tu fais ta relance, tu doubles tes glucides parce que 1 gramme de glucides, ça amène 4 grammes d'eau dans le muscle, et tu arrêtes la créatine parce que ça fait tel truc. Et en fait, c'est de la chimie, tu vois. Ouais. Et t'es là et tu te dis, mais c'est trop bien, c'est trop intéressant ce qu'on peut faire avec notre corps. Alors c'est pas tenable sur le long terme évidemment, c'est des protocoles, etc. Et j'explique et l'idée c'est de pas induire les gens en erreur là-dessus. Instagram c'est pas la vraie vie, je le répète tous les jours. Et ce qu'on voit sur une photo qui est travaillée, qui est posée, qui est retouchée, qui est à un instant T, c'est pas la personne toute sa journée. Nos corps sont en mouvement. Quand on est assis, on a une petite bouée au niveau du bide. On l'a tous. Plus ou moins grosse. Plus ou moins grosse. Mais l'idée, c'est ça. Et alors, j'ai adoré faire ça. C'était trop bien. Ça a pas trop pris, mais moi, j'ai adoré transmettre et j'ai continué. Et là, ça a pris, tu vois, quand tu m'as découvert il y a 2 ans et comme tu disais que j'arrivais à 10 000 abonnés. Et moi, à 10 000 abonnés, dans ma tête, j'étais une superstar. Je me disais, c'est quand même fou. Et en fait, ça a toujours continué. Et ce transfert jeux vidéo, je me suis dit, écoute, les abonnés, en fait, c'est comme un score, tu vois. Et j'avais cette vision de, en fait, c'est pas vraiment des gens jusqu'à ce que je rencontre des abonnés et que je me sente très, très intimidé par rapport à ça, parce qu'en fait, 100 000 personnes, tu les imagines devant toi, ça fait peur. Ça, c'est sûr. Ça fait peur. Je te parlais de TikTok où on est encore plus et je me dis, mais en fait, c'est des vrais gens parce qu'ils commentent et parce qu'ils, c'est des vrais gens, quoi. Et on se dit, ok, j'ai beaucoup d'impact et on va en faire quelque chose de bien. Et puis après est venu ce sujet dont on parlait de monétiser en fait, parce que il faut vivre, il faut payer un loyer, il faut se faire plaisir, et puis il faut pouvoir entretenir ça, et puis peut-être industrialiser un peu certaines choses pour mettre plus de cœur dans notre zone de génie, on va dire, tu vois, entre guillemets, ce qu'on aime vraiment profondément. Zone de génie, t'as dit? Ouais, ce truc-là, tu vois, moi je sais qu'il y a des choses qui me font rentrer en flow, tu vois, il y a des choses vraiment que j'adore et je veux passer tout mon temps dessus si je peux. Mais j'échappe pas à la compta. Et j'échappe pas à d'autres sujets où en fait je me dis, mais je pourrais aider des gens là. Et en fait, j'aimerais bien répondre à 10 messages de plus, tu vois, pour donner des petites billes et puis même une impulsion. C'est pas que des conseils pratiques, c'est juste... Je sais que les gens sont beaucoup plus réceptifs à de l'humain et j'ai envie de garder beaucoup d'humain, mais c'est compliqué quand ça commence à prendre de l'échelle et que tu peux pas scaler l'humain en fait. Ah ben non. On scale pas ça. Non. Et ça c'est très compliqué. Et en fait est venu ce moment où j'ai dû créer un premier produit qui s'appelle le Challenge Ventre Plat et où je me suis dit mais je fais ça, mais faut que je sois honnête avec moi-même et avec les gens et que je leur explique que c'est une série de vidéos, c'est pas du coaching. Et si vous voulez du coaching ou autre chose, faut aller voir un coach, quoi. Faut aller voir quelqu'un qui fait vraiment ça, quoi. Et voilà, je pense que je me suis un peu écarté du sujet, mais Donc t'as voulu parler de monétisation, c'est pour ça, mais oui, parce qu'on en avait un peu parlé. Exactement, ouais. Mais attends, je vais rebondir parce que t'as dit tellement de trucs. Tu vois, tout à l'heure on disait, c'est quoi
c'est quoi les trucs que j'apporterais, c'est pas très grave d'avoir des blancs, tu vois. Parce que je préfère ne pas avoir de notes et avoir des blancs de temps en temps. Ok, trop cool. Ok, donc ouais, tu parles de monétiser, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment aussi dans cette interview, c'est de parler de comment t'en es venu à passer de un job, on va dire, un peu plus classique où t'étais analyste financier, à te dire, ok, en fait, mon job, ça va devenir Instagram et TikTok et d'en faire mon métier, ça. Tu disais tout à l'heure que c'était pour faire plaisir à tes parents. Déjà, j'aimerais bien qu'on creuse ça parce que c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire plaisir à tes parents à l'époque et qu'est-ce que tu as envie de dire peut-être aux gens plus jeunes qui nous écoutent et qui vont peut-être faire des choix qui sont pas forcément les leurs en tout cas, pour faire plaisir à papa, maman? En fait, je les responsabilise pas pour ça et c'est une décision, vraiment c'est ma décision. J'aurais pu faire vraiment ce que je voulais, mais moi-même, vis-à-vis de l'investissement de mes parents dans ma scolarité et de toute l'aide qu'ils m'ont apporté et puis de leur fierté aussi que je voulais honorer quelque part, d'un job, tu vois, tu travailles en banque ou analyste financier qui est bien vu dans la société, qui rend bien. Mon fils, il est analyste financier, waouh. Et oui. Il y a ce côté-là. Et du coup, tu t'enfonces un peu là-dessus et je me suis mis en pilote automatique parce que je voulais pas me poser de questions en fait. C'était plus confortable pour moi de pas me poser de questions et de faire un choix de confort finalement qui est le mien, de rentrer dans la voie que j'avais choisie initialement et de me dire non, t'as pas fait d'erreur, vas-y, fonce. J'ai adoré la finance, c'était super, hein, vraiment, je me suis épanoui là-dedans, je suis un mordu de tableur Excel. Étonnant, pas du tout. Je suis très vraiment, je suis très fan de ça, j'adore ça, j'adore faire des formules de tous les côtés et tout, vraiment c'est un vrai truc que j'adore. Et du coup, c'était vraiment génial. Et alors l'autre déclic dont on parlait de pourquoi j'ai fait ce switch là. Et attends, avant que tu parles de ça, je voudrais juste parler, poser un petit truc là, c'est que si cet exercice vous intéresse de aller chercher une forme de liberté par rapport à ce que papa et maman peuvent attendre de vous, je vous invite à aller écouter Histoire d'argent, le premier épisode avec Christian Junot, où on parle de faire un exercice de déloyauté vis-à-vis de ses parents, parce qu'on a souvent tendance à croire que si tu vas à l'encontre de tes parents, bah, ça veut dire que tu les aimes plus, ou que tu as envie de t'en libérer, et que ça veut dire que tu les aimes plus, alors qu'en fait, si on parle de déloyauté, je trouve que c'est vraiment génial, parce qu'il y a un vrai truc de, non, en fait, t'es pas obligé d'être loyal vis-à-vis de tes parents, d'une manière générale, et pour aller chercher ta liberté, je crois que vraiment c'est cool d'aller réfléchir à comment je peux faire pour aller chercher cette déloyauté vis-à-vis de mes parents, parce que en gros ce qui leur appartient t'appartient pas forcément. Voilà, c'est pour ça que je voulais poser ça. Histoire d'argent, allez chercher dans votre podcast, vous cherchez Christian Junot, c'est le tout premier épisode, on en parle, et je trouve que c'est vraiment un truc qui gagne à être connu, la déloyauté. Ah, trop intéressant. Bah écoute, j'irai l'écouter, je l'ai pas écouté encore et j'irai l'écouter après, trop bien, trop bien. Et pardon, je t'ai coupé, t'as eu un deuxième déclic donc. Et après du coup, il y a eu cette phase où j'ai switché en fait de l'analyse financière, de la finance, à la création de contenu sur Instagram. Et ça a pas été vraiment, ça a été un déclic progressif, c'est-à-dire que il y avait quelque chose en toile de fond qui me disait, bah Charlie, ton truc c'est la pédagogie, c'est la transmission, et tu fais ça là énormément sans te rendre compte avec tes amis, avec ta famille, avec tes collègues. Ou quand tu vois, je suis dans une boîte, on est 3500 salariés dedans, et quand il y a une question nutrition, on vient me voir. Je suis analyste financier, tu vois. Quand il y a une question mouvement, etc., on vient me voir. En fait, j'étais un peu la référence sur ces sujets-là. Comment t'avais fait pour te faire connaître en interne comme ça? En bouche à oreille, parce que j'ai accompagné des personnes et des collègues à moi qui ont eu des bons résultats, et donc ça va vite en fait. Et c'est un peu la particularité de ce job que je fais, c'est que les gens sont un peu leur propre vitrine, parce que en fait, si je fais bien mon boulot et que tu as des objectifs de transformation, bah ça se le voit sur toi. Et puis ça se sent aussi. C'est-à-dire que plus que ça, moi, les témoignages qui me touchent le plus, et là, en plus, j'étais avec une personne hier soir que j'ai coachée et qui me faisait un témoignage magnifique et qui me disait que il a rencontré sa copine, en fait, et que ça découle de tout ça parce qu'il s'est senti plus en confiance en lui et que du coup, il a abordé la vie d'une façon différente. En fait, c'est tous les effets secondaires inattendus, positifs qui arrivent et qui découlent de ça, d'un désir de transformation, et qui découlent sur tous les flancs de la vie parce qu'on est connecté, quoi. C'est beau. C'est magnifique. Et je comprends plus, vraiment, ce cercle vertueux, quoi. C'est fou. C'est fou, c'est-à-dire qu'à la base, tu as une personne qui te dit « je veux perdre 18 kilos » ou « je veux me muscler ».
ou je veux faire telle chose, tu dis ok. Tu réponds à la problématique et puis tu aides la personne comme tu peux, et puis peu à peu tu la connais et tu comprends des choses et puis tu parles avec la personne et en fait tu découvres que c'est plus profond et que ça découle sur d'autres choses et que ça active d'autres choses aussi, et après elle fait son chemin, elle se questionne, mais c'est un parcours de vie en fait, et ça me passionne, genre le côté voir une personne comme ça évoluer de son côté, et c'est pour ça que je te dis que chaque personne qui va lire ce bouquin, qui va suivre un programme, qui va être accompagné par un coach, va avoir un parcours différent. C'est vraiment la réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas type. Je comprends. Qu'est-ce qui te dit, ok, en fait, c'est le moment ou jamais maintenant de basculer, quoi? Tu parles pour moi de la finance au sport, ouais. Ou alors, ok, d'accord. En fait, si tu veux, j'ai fait un premier burn-out en finance. Ah. J'ai fait un premier burn-out en finance où je bossais un petit peu trop parce que pareil, en fait, ce que je dis souvent, ça m'est propre, c'est que j'ai pas de facilité, mais par contre je travaille beaucoup. Et ça a été ça en finance. En finance, c'était pas trop mon truc. Mais par contre, qu'est-ce que je bossais tous les week-ends, etc. Alors qu'on me le demandait pas, mais pour me mettre au niveau et pour me sentir au niveau, et parce que pour moi, je me mets des attentes, il fallait que je bosse beaucoup. Plus, tu vois. Il y a d'autres personnes avec qui j'ai parlé qui bossaient beaucoup moins, qui faisaient beaucoup mieux aussi, tu vois. Donc en fait, ça dépend. Et je me suis mis beaucoup de pression. J'ai beaucoup travaillé, j'ai tout laissé de côté, j'ai tout abandonné pour ça, pour délivrer. Tout le monde était très content de moi, ça se passait bien, je montrais rien, etc. Et puis à un moment, en fait, t'as un souci de contrepartie entre ce que tu mets et ce que tu as. Alors on parle pas cette fois-ci d'argent, mais on parle de ce que tu ressens, ce que tu as, comment ta fierté personnelle aussi, tu vois, la vision que tu as de toi et de la boîte dans laquelle tu travailles. Et en fait, j'y étais plus. Il y a eu une grosse perte de sens. Et les burn-out, on en parle beaucoup et on le vit tous. On le raconte tous différemment, je pense, mais c'est ce moment où t'as plus envie de te lever, t'as plus la force de te lever, tu sais pas ce qui t'arrive et t'es perdu, quoi. Et donc ça a été une première remise en question qui m'a pas empêché de retourner au boulot. Et puis après, quelque chose dont je parle maintenant qui était un peu dur avant, j'ai perdu mon meilleur ami, en fait, qui a fait une crise cardiaque un peu du jour au lendemain. La semaine d'avant, on fêtait les 1 an de Aaron, dont je suis le parrain, tu vois, qui est son enfant. Et c'était très dur, c'était très dur de vivre ça, parce que c'était aussi mes yeux, tu vois. Dès que je vivais quelque chose, je lui envoyais un SMS, on parlait. Jusque là, quand il m'arrive quelque chose, quand j'ai sorti le livre, je lui envoyais un SMS, et après tu dis, en gros, tu dis, tu vis aussi à travers les gens qui sont autour de toi, et tu aimes partager ce qui t'arrive, et tout seul, ça n'a pas le même goût, quoi. Et ton ami d'enfance? C'est mon ami d'enfance, ouais. En fait, comme mon frère, en fait, et du coup, voilà, on fonctionnait en binôme tous les deux. C'était un peu notre projet en fait. Ah ouais? Et ouais, en fait, il m'accompagnait, il travaillait sur mon site internet, on faisait les trucs ensemble. On avait ce truc-là ensemble, quoi, tu vois. Et c'était toujours nous deux en fait. Et c'est vrai que quand nous deux, ça devient juste moi, ça fait bizarre. T'as vécu ça comment? J'ai vécu ça très durement. J'ai du mal à l'accepter. Je lui en ai voulu de me laisser. Je suis passé par toutes les phases du deuil malgré moi, et puis à un moment ça a été il y a rien de plus fort que de te dire que la vie est courte et puis qu'il faut faire des choses et que il y a rien de plus grave que ça, et du coup ça aide, ça catalyse, ça aide à mettre des choses en place. Donc 2019, c'est ça? C'est ça. C'est là où tu te dis ok, maintenant il est temps de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Ça t'a poussé, c'est ça, j'imagine. Il a fallu ça, et c'est dommage. Et en fait, ça m'a poussé, ça m'a fait relativiser, ça a cassé des peurs. C'est pas dommage. Ouais. Pourquoi tu penses que c'est dommage? C'est dommage qu'il faille quelque chose d'aussi grave pour réaliser mes rêves et pour faire quelque chose que j'aime. Et je vois tellement je pense beaucoup aux autres, et je vois tellement de personnes qui sont excellents et qui seraient excellents et qui se mettent des freins et qui parfois j'ai envie de dire vas-y, tu vois. Et je fais beaucoup ça dans ce que je fais, tu vois. Les premières pages du livre, c'est beaucoup de vas-y. On met encore pas grand chose dans l'application au début. Lance-toi, fais un truc. La règle des 5 secondes, c'est là t'as 5 secondes, fais un mouvement, fais un truc. Tu continues pas, t'as fait mieux que de ne rien faire, tu vois. Et il y a ce truc-là d'impulser où je suis vraiment à fond là-dessus, et j'ai pas envie que tout le monde ait besoin de quelque chose d'aussi grave, en fait. On vit tous des choses graves, mais pour réaliser leurs rêves, et qu'il soit trop tard non plus. Je me demande si c'est pas humain, tu vois, d'avoir vraiment ce truc de changer que dans la crise, quoi.
Tu vois, parce que jusqu'ici tout va bien, quoi. Tu vois, il y a un peu ce truc de jusqu'ici tout va bien. Et j'imagine que t'étais heureux dans ton job et que t'étais suffisamment heureux, mais moyennement heureux, tu vois, et que ça allait bien finalement. Jusqu'à te rendre compte que, ok, en fait, la vie vraiment, ça peut partir comme ça, quoi. Exactement. Et en fait, à partir de là où, bon, c'est un peu dur, mais où quand la personne à qui tu le tiens le plus part, bah tu pars avec elle un peu, tu vois. Tu te dis en fait, maintenant c'est bonus. Et vu que maintenant c'est bonus, tu te dis vraiment ça. Ouais. Tu dis déjà, il est là. Viens, on va faire des trucs cool. On va avoir des choses à se raconter. Il va être fier de moi. On est ensemble. Je dis beaucoup plus on que je parce qu'en fait, pour moi, on est toujours deux. Tu vois. Il y a ce truc-là de c'est nos trucs à nous. Tu vois un peu. Et du coup, il est encore là avec toi là aujourd'hui. Il est dans le livre. Ouais. Oui, j'ai vu qu'il était dans le livre. Et en fait, c'est ouais. En fait, il y a ce truc-là de allons-y. Et ça s'est bien passé, du coup, tu vois. Ça aurait pu pas si bien se passer que ça, ou différemment, en fait. Ça met plus ou moins de temps, peu importe. Mais c'est vrai que ça a été un fort déclic qui m'a permis de transiter vers ce que je fais aujourd'hui. Et là, maintenant, c'est, comme je te disais, c'est que du bonus. Je prends ce qui vient. J'adore. Si je peux aider, j'aide. Si je peux pas, bah, tant pis. Et puis, c'est un gros travail sur moi aussi, parce que je suis en train d'évoluer. Dans quel sens? Bah, vu que je suis beaucoup plus open justement à des choses sur lesquelles je me serais pas engagé avant, des événements, des personnes et puis des rencontres et des voyages et tout ça. Attends, soit t'en dis trop, soit t'en dis pas assez, mon gars. Dis-moi. Bah, je sais pas, t'es open à quoi? À explorer en fait, à explorer la vie. Genre quand tu vois ma copine m'a proposé d'aller à Nouméa, j'ai pas réfléchi. Quand j'ai des propositions, je réfléchis moins, même si tout n'est pas bon à prendre. Oui. On est là aujourd'hui et je trouve ça trop bien en fait de discuter avec toi. Et pour moi, c'est le fruit d'un travail que je fais sur moi en fait, ce qui me permet de d'aller à des endroits où je me serais pas forcément senti à ma place dans une autre configuration en fait. J'ai changé de paradigme là-dessus en fait. Si il y a toujours le petit Charlie timide, c'est ça au fond qui me dit qu'est-ce que je fais là. Qu'est-ce que je fais là, pourquoi les gens m'écoutent, est-ce que ça va les intéresser, et puis et voilà, il y a toujours ce truc là latent, mais je tends à m'en détacher fort quand même. Ok. Et en fait c'est très intéressant parce que je me demande à quel point, comment t'as fait pour en arriver là où t'es aujourd'hui. Et tu vois, il y a un truc qui est marrant, c'est que tu disais hors micro tout à l'heure, c'est que t'as décidé de te lancer sur TikTok, pas forcément pour reprendre tel quel ce que tu fais sur Insta, parce que sur Insta c'est plutôt des infographies et des graphiques quoi. Globalement, il y a pas ta tête. Ouais. T'as décidé de te lancer sur sur TikTok pardon, pour apprendre à faire du fast cam. C'était ça en fait la base. Exactement. En fait, bon pour moi tout ça c'est un énorme terrain de jeu. Je veux m'amuser, je veux apprendre. Et il y a des choses dans lesquelles je suis pas à l'aise. J'étais pas à l'aise pour parler. Ouais. Je savais pas parler. Il y avait des dans toutes mes phrases. Ça marchait pas, tu vois. J'étais pas à l'aise pour me montrer face à la caméra. J'étais pas à l'aise pour plein de choses. Et je me dis bon bah on va aller sur piste. J'en parle à personne. Je me lance sur TikTok. Personne n'est au courant. J'ai déjà une audience de, à ce moment-là, 30 ou 40 000 personnes sur Instagram, donc youpi. Et je me lance sur TikTok et je dis à des copains avec qui je bosse à ce moment-là en marketing, je leur dis les gars, laissez-moi un mois pour me lancer sur TikTok. On va explorer quelque chose. On n'en parle pas. On va voir. Et du coup, je fais des petites vidéos comme ça. Et au début, c'est nul. Et je trouve ça génial. Et du coup, je les ai laissés parce que c'est trop bien, tu vois. Et j'en fais tout ça. Et puis, j'apprends, je parle, je teste des trucs et tout ça. J'explore. J'ai le côté analyse financière qui revient où j'analyse toutes les datas, où je regarde ce qui se passe, le temps de rétention, à quel moment est-ce que ça accroche, qu'est-ce qui intéresse. Donc, je teste à fond et je geek là-dessus. Je me forme. Et du coup, peu à peu, en fait, je vois que ça plaît. Et que à une époque où en fait c'était il y a 2 ans où il n'y avait pas encore de contenu de ce type-là, c'est-à-dire des coachs qui donnent des infos sur des sujets qui les intéressent, j'étais aussi un petit peu seul, donc il y a aussi une synchronicité, tu vois. Et de là, les gens sont arrivés, beaucoup, 30 000 personnes qui sont arrivées sur le premier mois. J'en parlais pas encore, et puis après j'ai eu quelques vidéos qui ont explosé. Je me rappelle d'une vidéo où on était allé voir le film Kaamelott au cinéma, et puis je suis rentré dans la salle et quand je suis ressorti, la vidéo avait 2 millions de vues. Oh. Et là, il s'est passé un truc de fou, c'est-à-dire que j'ai regardé mes notifications et en fait, tu sais, ça affiche sur Instagram quand tu as plus de 100 personnes qui te like, qui te suivent ou quoi, ça bloque à 100. Pas sur TikTok. Et en fait, sur TikTok, ça met plus 9300 abonnés.
tu rafraîchis, plus 12 000 abonnés. Tu fermes ton truc, tu vas aux toilettes, tu rafraîchis, plus 15 000. C'est pas possible, il y a un bug, faut que ça s'arrête. C'est comme la machine à sous, tu sais, quand ça tombe, où t'es pressé de récupérer ce que t'as mis pour être sûr que c'est pas une démo, quoi. Et il y a un peu ce truc-là de, ok, alors là, ça bug total. Et en fait, on s'est retrouvé à 200 000, 300 000, puis 400 000 comme ça, là, 450 000 et tout. Et en fait, ça allait trop vite. J'ai perdu ce que j'aimais là-dedans, c'est-à-dire, je fais pas ça pour ça. Moi, j'aime le process. Et là, j'ai arrêté pour ça, en fait. C'est-à-dire que ça a tellement pris vite, tellement pris fort, que j'ai arrêté. Je me suis dit, il y a plus d'intérêt, en fait. Mais quoi? C'est très bizarre, hein. Mais c'est ton métier. Oui, mais il y avait plus d'intérêt. Il y avait plus d'intérêt à ce moment-là. T'avais gagné au loto ce jour-là, tu vois. J'avais gagné au loto et j'ai mis mon ticket de loto à la poubelle. Ouais. C'est-à-dire que en réalité, je l'ai encore quelque part ce ticket de loto si tu veux. Mais bah je sais pas, là le gars là maintenant il doit se dire oh. Bien sûr. Il se fout de ma gueule là l'autre là. C'est évident. C'est évident. Et ça a donné lieu à des choses intéressantes. Notamment, je suis devenu après formateur TikTok. J'ai fait une formation sur TikTok qui est assez suivie pour un organisme de formation qui s'appelle Live Mentor, que j'aime beaucoup. Et en fait, ça a donné lieu à plein d'autres choses, même à des partenariats, des transferts de personnes qui sont venues sur les autres réseaux, etc. Mais j'étais dépassé par ça et surtout, j'étais pas prêt en fait à ce succès-là, tu vois. Et j'en avais pas envie. C'était trop vite. J'ai pas l'impression d'avoir travaillé assez fort, assez dur pour ça. Donc ça m'a saoulé. J'ai désinstallé l'application et je voulais pas la rouvrir. Ça me faisait peur. C'est trop. Mais toi, alors tu vois, il y a un truc. Alors j'entends tout ce que tu racontes. J'avais interviewé Verino dans l'histoire de succès aussi. Vous pouvez aller voir un peu ce qu'il raconte. Où lui il dit, moi le succès du jour au lendemain ça me fait peur. Et lui ça fait 15 ans qu'il fait ce métier, tu vois, où il grimpe les trucs petit à petit. Où il dit en fait, moi je peux redescendre de la montagne sans aucun souci parce que je sais comment j'ai fait pour monter. Si on me propulse en hélicoptère tout en haut de la montagne en disant bah maintenant t'es tout là-haut, il est incapable de. Et je trouve que c'est vraiment très malin comme image. En revanche, là il y a un truc qui me chiffonne par rapport à toi, c'est en fait t'es geek et à un moment donné où plutôt que d'avoir un échantillon de 10 000 personnes, t'avais un échantillon de 450 000. C'est tout bénef pour toi, non? Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que je suis vraiment amoureux du process. Enfin, j'aime vraiment créer les trucs. Et là, en fait, je pouvais plus aider tout le monde. Je pouvais pas répondre aux questions. J'étais dépassé par les messages. J'étais dépassé par tout ce qui se passait. Alors que je dormais très peu, parce que je passais mon temps à répondre à des personnes, à essayer d'aider et tout ça. J'ai compris que c'était pas ce qu'il fallait faire et que en fait j'aide plus en faisant des messages globaux qu'en rentrant dans les DM de tout le monde. Mais à ce moment-là, non, j'étais vraiment dépassé par ça et j'avais pas envie de ça. C'était pas le moment. Moi, j'étais en travail sur moi-même aussi pour évoluer en tant que personne et non, c'était pas le moment. Et j'avais pas besoin, j'avais pas envie d'en faire un business en fait. C'était pas un business pour moi. Et du coup, là, c'était trop de sollicitations, trop d'un coup. Avec le temps, et là aujourd'hui je suis un peu plus baqué, tu vois, on va dire, sur ces sujets-là, je crois, mais à ce moment-là c'était pas un bon moment pour moi, tu vois, et puis je voyais aussi que j'étais encore en apprentissage sur des sujets et que ça me faisait peur en fait, tous ces chiffres et tous ces gens. T'as eu peur de gagner? T'as eu peur de ce que ça du succès? Ouais, parce que tu sais, quand tu bats le boss final, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Et en fait, j'ai pas envie, moi. Ma pire peur, justement, c'est de gagner au loto. Ce serait horrible. Je veux pas gagner au loto. Enfin, j'en ferai bon usage et je l'offrirai à des personnes qui en ont besoin, tu vois. Mais je veux surtout pas que ça soit facile. Ça serait horrible. Et en fait, là, c'est trop facile. Enfin, TikTok, à ce moment-là, ça change, évidemment. C'est comme le Instagram d'il y a quelques années. Et encore aujourd'hui, TikTok, c'est assez facile si on a la bonne méthode. Pour des créateurs qui veulent se lancer aujourd'hui, surtout avec ces logiques de cross-postage et tout ça et de vidéos verticales courtes où tout le monde se bat sur ce format, il y a un vrai truc à faire, et si on a cette volonté là, c'est jouable, et j'encourage tout le monde à se lancer sur TikTok, etc. S'ils ont envie et s'ils apprécient ça, mais
Mais voilà, pour moi, en tout cas, la route il fallait que la route soit encore plus longue que ça. Et comme tu disais par rapport à ton échange avec Verino, il manquait des marches, en fait, là. Tu disais aussi tout à l'heure, hors micro, que t'avais perdu un peu le sens de ce que t'as posté, on va dire, globalement l'année passée, quoi. Tu me disais, en fait, il faut décider en tant que créateur que soit tu vas faire plaisir aux gens, soit tu vas faire plaisir à la machine, en gros à l'algorithme, quoi. Et que peut-être l'année passée, t'avais passé trop de temps à vouloir plaire à l'algorithme. Qu'est-ce que t'as envie de dire par rapport à ça? Oui, en fait, c'est vrai que on peut soit parler beaucoup aux gens, soit parler beaucoup à l'algorithme, à la machine, et plaire au réseau et rentrer dans ce système-là, qui est pourquoi pas. L'année dernière, donc j'étais sur l'écriture de ce livre et qui me prenait beaucoup de temps, tout mon temps et toute mon énergie. Et donc j'ai fait aussi un choix de confort parce qu'une fois que la discipline est là et qu'on a l'habitude de poster tous les jours et d'avoir des logiques aussi de reposter, de rappeler, de se dire aussi que rabâcher des bonnes infos, c'est toujours très bien, toujours très intéressant, ça va toucher des gens, ça va en saouler d'autres par contre. Je suis entré là-dedans et j'ai vraiment mis mon cerveau sur le côté sur cette activité-là, sans ralentir la croissance et en parlant beaucoup plus, on va dire, à la machine qu'à l'humain, aux deux quand même. Et je me suis dit, bon, là, t'es totalement remplaçable, en fait. Je me suis dit, Charlie, là, ce que tu fais, en fait, c'est totalement faisable par n'importe qui d'autre. Où est ma valeur, où est ma plus-value, où est Charlie là-dedans? Alors j'ai toujours ma manière de m'exprimer, j'aime bien mes petites touches d'humour, j'aime bien mettre ma pédagogie, ma sensibilité, ce que j'ai vécu. Mais souvent, je voyais des choses dans mes contenus qui me paraissaient lisses à moi-même, dont je n'étais pas spécialement fier parfois, qui plaisaient par ailleurs, mais qui me plaisaient pas à moi. Et là, il y a eu un travail à faire, et c'est pour ça que le livre, j'en suis trop fier, parce qu'en fait, c'est mon livre, tu vois. Et là, il y en a pas deux. Tu vois, je l'ai tellement travaillé parce que quand c'est figé, tu sais, tu te mets aussi cette pression de te dire un contenu en ligne, ça peut changer, ça peut s'oublier. Mais quand t'écris quelque chose, il faut que ce soit juste, que ce soit vrai, que ça aide, que ce soit fait efficace, etc. Et en fait, là, cette année, je sais pas si tu veux qu'on parle du parcours du livre, mais c'était trop bien. C'était trop bien. Écrire ce bouquin, c'était une expérience folle. C'était une expérience folle, en fait. En plus, je l'ai écrit à tellement d'endroits différents que c'est imprégné de choses que j'ai vécues. J'ai voulu en faire plus que une compilation d'astuces. Donc il y a comme une histoire, comme une trame, une progressivité. On travaille sur l'adhésion du lecteur. Moi, mon grand pari, et je vais le regarder avec l'algorithme à côté Messenger, c'est que les personnes lisent les 10 premières pages. Parce que si tu lis les 10 premières pages, tu vas lire la suite et c'est gagné. Et j'ai gagné. Pourquoi tu dis l'algorithme Messenger? Explique un peu. En fait, à côté du livre, une question que je me suis posée, c'est comment tu fais un livre qui vieillit pas, qui prend pas la poussière et qui va aider les gens tout le temps? Et un livre, c'est figé. La science évolue, les choses évoluent, etc. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que tous mes QR codes, tu sais, ou quand il y a des vidéos, quand il y a des circuits d'exercice dans le livre, t'as un QR code où je fais l'exercice en direct avec toi. Tout ça, c'est des liens dynamiques de sorte à ce qu'à tout moment, je puisse les mettre à jour. Donc en fait, le livre, finalement, il devient dynamique comme ça par destination avec les liens que j'ai mis dedans qui sont des liens dynamiques. Donc ça crée un truc, on appelle ça Phygical, tu sais, physical, digital, un produit qui est un peu entre les deux, mais j'ai voulu pousser le truc avec quelque chose que je maîtrise, qui est la création de bots, en fait, c'est-à-dire de robots conversationnels qui vont permettre d'individualiser l'approche, des lecteurs tout au fil de leur lecture. Et en fait, donc au début du livre, tu peux scanner un code et choisir si tu veux être accompagné sur Instagram ou Facebook, selon tes préférences. Et tous les jours, quasiment tous les jours, tu vas recevoir des messages. Mantra de motivation, petit rappel de ce que tu dois faire dans la journée, les liens vers liste de courses, recettes, vidéos, des bonus, des choses dont je vais avoir les idées plus tard aussi, tu vois. Et là, par exemple, tu vois, on m'a déjà fait quelques retours, donc je l'ai encore modifié. Et donc, il évolue à mesure que les gens lisent le livre aussi. Et en fait, c'est comme un coach qui t'accompagne et qui te suit pendant la lecture du livre. Ouais. J'ai jamais vu ça et je suis trop content, tu vois, d'avoir fait ça, parce que c'est un livre coach, en fait. Et ouais, c'est énorme de pouvoir moi, j'en suis trop fier. Donc, en gros, t'as fait un parcours, sur les 60 jours où, les gens, ils s'inscrivent et en fait, pendant 60 jours, ils vont recevoir des messages, c'est ça? Ils vont recevoir des messages, mais ça va aller tellement plus loin que ça. C'est-à-dire que si tu me dis, Charlie, j'ai un peu mal au genou gauche, et ben au jour 23, je vais dire, Fab, tu fais pas cet exercice-là, tu fais celui-là. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est-à-dire que là, il y a de l'individualisation dans l'outil. Et donc, en fait, le livre, il va pouvoir s'adapter. Si tu as besoin de faire une pause, fais une pause. Si je te dis, si tu te sens un peu fatigué, je te dis, va voir le jour 37.
cette ligne-là elle va te parler. Si en gros l'idée c'est que ça soit ta lecture à toi aussi. Il y a une chronologie, mais il y a aussi ta manière à toi d'appréhender ce qui arrive, et chacun aura une lecture différente du livre, et c'est ça qui est fou, et c'est pour ça que je suis trop content en fait. Mais t'as codé ce truc tout seul? Alors c'est même pas du code, c'est du no-code, c'est un outil... Il faut quand même l'avoir conceptualisé. Quand je dis coder... Ouais, oui. en fait, bah voilà, tu vois, c'est mon délire à moi, ou faire des arbres de décision avec 30 000 possibilités à droite à gauche, et tu cliques là et là, et si t'as déjà fait le parcours, tu peux passer par là, et si t'as tel tag, machin, et si mes messages t'intéressent pas, je t'envoie un message pour dire on arrête, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que tu veux reprendre plus tard, et si tu tombes malade, on fait une pause. Et enfin, l'idée, c'est qu'on puisse s'adapter aussi. Et en fait, tous ces parcours-là, bah, je les ai réfléchis aussi en amont. T'es un grand malade, quoi. Je sais pas si on peut dire ça, mais... Non, mais j'ai voulu... je voulais pas faire un livre de plus, je voulais faire le livre. T'es ma boule, mec. T'es un maboule génial, hein, tu vois, mais juste, t'es ma boule. T'as vraiment pensé cet arbre comme ça? C'est pas un livre que j'ai créé sur un coup de tête, c'est des années de réflexion, en fait. Faut savoir que avant de commencer l'écriture, qui a commencé il y a un peu plus d'1 an, ce livre, il est dans ma tête depuis longtemps. Et du coup, il y a tellement... Quand j'ai commencé le livre et que j'ai repris mes notes, j'avais des notes par milliers. Sur des idées que j'ai incubées sous la douche, sous plein de douches, partout, tu vois, au fil du temps. C'est sous la douche, toi, que t'as tes idées. Exact. On a tous nos... Exact, on a tous nos endroits pour ça. Et du coup, ouais. Et en fait... j'ai voulu en faire un outil simple, progressif, étape par étape, qui puisse accompagner tout le monde. Ça sera jamais parfait, mais l'idée c'est que voilà, je veux en être fier, je veux que ça soit un truc, mon livre, tu vois. Et c'est pour ça que ça fait le pont avec Instagram, où j'étais moins fier et que ça faisait moins sens, tu vois, les contenus, on va dire, là-dessus à ce moment-là, où à côté, bah, je me disais, t'inquiète Charlie, dans 6 mois, tu vas pouvoir leur présenter le livre sur lequel tu travailles là depuis tout ce temps-là, tu vas pouvoir leur montrer. Et j'étais comme un ouf de dire, ils vont péter des câbles. Là, les gens, mais ils sont comme des fous. Le livre est sorti il y a 6 jours. Mercredi dernier, je reçois des messages. Mec, c'est ouf. Explique. C'est, l'effet wow est ouf, en fait. Quand tu reçois un message qui t'envoie, quand tu commences le truc, salut Fab, c'est parti, on est ensemble, machin, encouragement, tiens ta liste de courses, oublie pas ça, j'espère que tu vas bien, t'as pas fait le jour, pense juste à ça, c'est pas grave, machin et tout ça, qui te fait déculpabiliser si t'as la flemme, pas envie, faire une pause et tout ça, reprendre quand tu veux et tout. Bah, les gens, ils sont à fond, quoi. Enfin, je vois que ça marche, quoi. Ça a marché. Et là, les retours, tu pourras regarder, si tu veux, les premiers avis. Il y a déjà plein d'avis sur Amazon et tout ça, Fnac et tout. Et en fait, moi, je suis comme un ouf. Je suis trop content. C'est tout ce que je voulais. C'est que là, il y a vraiment des gens qui sont au début, en train d'amorcer, les gens qui accrochent au livre, tu vois, un changement. Et j'ai trop hâte d'être dans quelques mois pour voir vraiment les effets cumulés de tout ça et de voir comment ça va les changer au niveau de tous les aspects de leur vie. Et c'est ambitieux, c'est très audacieux de dire ça. Pourquoi c'est si important pour toi d'avoir de l'impact sur les gens? Je sais pas. Pourquoi c'est important pour moi? Moi, j'adore voir des gens réussir, en fait. Mais c'est grâce à toi. En fait, je sais pas si c'est intéressé pour toi, tu vois, mais j'ai une vraie question, tu vois, où je sens vraiment que c'est important pour toi. De ouf. D'avoir du sens et d'avoir de l'impact sur la vie des gens. Et sans doute, c'est pas complètement anodin que t'aies fait ce métier, quoi, tu vois, où tu peux tu peux délivrer des trucs à un maximum de gens. Tu vois, donc j'entends ça. Et d'un autre côté, je te vois avoir complètement laissé tomber TikTok alors que t'avais 3 fois plus d'audience que ce que t'as fait sur Insta. Donc t'avais potentiellement encore plus d'impact. En plus, tu vois, je l'entends, TikTok, je me dis, un public jeune que tu peux, à qui tu peux filer des bons conseils dès le plus jeune âge. Tu vois, c'est marrant, une forme de dichotomie là qui marche pas chez moi, en tout cas qui m'interroge. Il y a beaucoup de réflexions, il y a plusieurs sujets là-dessus. Alors la première, pour différencier un peu les plateformes, elles sont différentes et il y a un public différent, et c'est la consommation rapide de TikTok et le fait de pas pouvoir mettre aussi tout ce que je veux dessus m'a un peu bloqué. Il y a aussi le format qui m'a bloqué. Le fait d'être sur une espèce de fil épileptique où on passe d'une vidéo à une autre sans laisser beaucoup de chance à chaque personne, où on doit accrocher ce fameux hook, la personne pour la tenir et puis la convertir, l'amener, etc. C'était quelque chose qui... Alors, j'en parle au passé, mais je pense revenir dessus, peut-être sous une autre forme, mais en tout cas, je voyais plus de sens dans Instagram.
un peu moins de monde, mais beaucoup de monde quand même. Et puis là, je connectais avec les gens, j'arrivais à suivre aussi. Et Instagram, je suis un peu plus dessus, quoi, on va dire. Tu vois, j'aime beaucoup ça. Okay. J'aime beaucoup ça. Et maintenant, pour répondre à ta question, qui moi me fait penser un peu au syndrome du sauveur, tu sais, auquel j'ai un peu pensé. J'ai réfléchi à ça beaucoup. Et en fait, je me rends compte que ça soit moi ou quelqu'un d'autre qui aide, je suis content. C'est-à-dire que j'aime bien voir des émissions, tu sais, genre des émissions de chant à la télé, tu sais, genre quand tu vois un The Voice, un mec qui est trop content parce qu'il passe un nouvel star, ou je sais pas quoi, qui valide quelque chose et qui est content, je suis trop content pour lui, mais c'est pas moi qui l'ai aidé, tu vois. Mais en fait, je prends les émotions, tu vois. Okay. Et j'ai toujours été super sensible aux gens qui réussissent. Si un mec criasse dans la rue, bah moi, il a refait ma journée, tu vois. Et du coup, là, c'est vrai que c'est moi qui suis vecteur de ça ou qui m'impose ça avec ce que je fais. Mais comme je te disais aussi un petit peu avant, je souhaite aussi aider des personnes qui souhaitent aider des personnes. Alors raconte-moi, parce que effectivement tu m'as raconté ça, mais tu files des coups de main à des gens, c'est ça aujourd'hui? Tu utilises ta... Ouais, en fait, bah en créant comme ça des contenus, j'ai appris plein de choses. Comme toi, par exemple, dans ce que tu fais aujourd'hui, où tu as appris milliards de choses. Oui. C'est fou, tu vois, c'est incroyable d'interviewer, de faire des podcasts et tout. Moi, je suis arrivé, j'étais bombardé de questions parce que c'est dingue. Mais c'est pareil dans ce que j'ai fait, dans la création de contenu, où en fait, j'ai appris des choses. Et j'ai envie que les autres créateurs le savent aussi, l'apprennent, surtout les gens qui font bien les choses pour moi et qui viennent contrebalancer toutes les bêtises qu'on peut voir dans ce domaine-là qui est quand même, c'est un peu une jungle d'informations, on part de tous les côtés, on sait pas ce qui marche et on a une nouvelle méthode miracle par semaine. Et ben il y a des gens qui font bien leur job, qui ont une approche que j'apprécie, qu'on appelle une approche basée sur la preuve, sur la science, qui est avérée, qui sort pas de nulle part et qui n'est pas dangereuse. Et j'ai envie d'aider ces gens-là. Et donc je prends du temps pour moi parce que pour eux. Donc tu prends de ton temps pour eux. Mais pour moi j'aime bien aussi, tu vois. Pour toi je aussi, dis pour okay, moi parce qu'en fait c'est un temps plaisir, c'est mon Netflix à moi, comme je te disais, c'est plutôt que d'aller voir un épisode Netflix ou quoi, si je peux faire 1 heure avec quelqu'un que je sens bien, qui a de bonnes intentions, en tout cas je les perçois bonnes et qui veut aider des gens, et ben si je lui dis mec t'as un potentiel, c'est arrivé là plusieurs fois cette année, beaucoup de fois cette année. Et je suis trop fier de certaines personnes qui je tombe sur eux et je vois mais il y a un truc et la personne elle a pas autant d'impact qu'elle devrait en avoir parce que c'est fou sa vidéo, elle a 2000 abonnés mais attends, et du coup je lui dis tu vas tout déchirer etc., un petit message d'encouragement parce que ça fait toujours du bien surtout quand on se lance, et que la personne elle vient dans les messages en disant est-ce que tu t'es dispo quoi, bah si je suis dispo et qu'on peut passer 1 heure ensemble, let's go. Et ça, c'est trop bien. Et après, moi, j'adore, tu vois, je déroule, etc. Et quand tu vois que la personne derrière, il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi aujourd'hui, que j'avais accompagné à ce moment-là, parce qu'ils ont un truc, tu vois. Et moi, je suis trop content. C'est énorme. C'est trop énorme, en fait, de voir que là, aujourd'hui, ils sont trop forts, ils aident trop de gens. Moi, je suis fier aussi. Et tu fais tout ça pour resituer de façon bénévole, plus ou moins, plutôt? Bénévole. Totalement bénévole? Ouais, bénévole. Il y a quelques fois où je l'ai monétisé, notamment, je te parlais, tu sais, d'une formation TikTok que j'ai faite, ouais. Où là, en fait, je l'ai vendu. À Live Mentor, donc. Je l'ai vendu, voilà. Alexandre Dana, que j'avais reçu dans mon podcast, n'est-ce pas, dans Histoire de succès. J'adore, Alex. Vous pouvez aller retrouver lui aussi un beau zinzin. J'adore ce gars. Donc ça, pour le coup, ça, t'as vendu ça, mais c'est d'une boîte à une boîte. Enfin, c'est à une boîte, donc je peux comprendre, quoi. Voilà. En gros, voilà, exactement. En gros, ils voulaient faire une formation TikTok, ils ont vu mon ascension, etc., et que je maîtrisais bien le sujet. Et du coup, ils m'ont dit, bah, est-ce que t'es chaud? 60 modules vidéo, tout ça. J'ai passé 1 semaine tous les jours en studio pour enregistrer. Et ça, bah, pour moi, c'était l'occasion de transmettre, l'occasion de m'essayer à l'exercice. Enfin, c'est tout mon kiff, quoi. Et donc j'ai dit oui tout de suite. Trop bien. Et là d'ailleurs je vais aller les voir cet après, mais leur faire un petit coucou parce que j'adore en fait ça, tu vois, pouvoir transmettre et puis après laisser des gens aussi faire résonner ce que tu as donné. Et c'est ça qui est fort, c'est que là maintenant, ben moi j'ai plus aucun intérêt là-dessus, hein. Ma formation est faite, elle est tournée, elle est chez eux. Ils en font ce qu'ils veulent. Et si ça aide des gens et que je vois des témoignages passer, je dis bah yes. J'ai fait quelque chose de cool. Ok. Et tu gagnes ta vie grâce à des sponsors, c'est ça? Ouais, aujourd'hui c'est comme ça, ouais. Sponsor et puis programme aussi. Oui. C'est-à-dire que j'ai un programme qui s'appelle le Challenge Ventre Plat où en fait j'aide des personnes qui veulent
perdre du poids, perdre du ventre, se remettre. En fait, c'est un peu pour des personnes qui sont plutôt débutantes et sédentaires et qui veulent amorcer une évolution. Donc c'est assez facile, assez ludique. Petite vidéo d'exercice, un tout petit format, vraiment une entrée en matière, on va dire, qui peut être chouette et qui peut donner l'impulsion surtout pour se lancer. J'ai un ebook de recettes aussi, tu sais, que je vends, où je propose des petites recettes qu'on a refait la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Et t'as modifié, tu veux dire, que t'as mis à jour? Ouais. Et là, ça y est, là, j'en suis vraiment fier. Et puis là, le livre, et c'est trop bien. Genre, là, c'est vraiment ça. Et voilà. Et puis comme tu dis, les partenariats, j'en ai pas beaucoup. Parce qu'en fait, je veux pas être un panneau d'affichage sur les réseaux, ça m'intéresse pas. J'ai juste envie de mettre en avant des marques que j'affectionne. Donc, je peux parler des noms des marques? Oui. Ok. Je parle beaucoup de NutriPure, en fait, qui est la marque que je consommais moi en tant qu'utilisateur, en tant que client, et qui ont accepté un partenariat avec moi et qui m'accompagnent et qui ont des valeurs, mais terribles. Genre, je suis allé dans leurs locaux, je suis allé les voir, à côté de Toulouse, et en fait, les gars, ils sont exceptionnels, tu vois, genre ils veulent vraiment aider, c'est des passionnés, c'est des sportifs, c'est pas voilà des marques qui vendent n'importe quoi, ils réfléchissent à tout, tout est sourcé, tout est labellisé, et ça fait plaisir, quoi, tout a du sens comparé à d'autres boutiques où c'est un catalogue à Amazon où t'as 1 milliard de produits et où la moitié ou les 90% ne sert à rien, faut le savoir, et où en fait on t'explique pas que la base c'est quand même de bien manger avant de prendre des compléments alimentaires qui sont censés venir en complément d'une alimentation saine. Et voilà, donc c'est vrai que ça, c'est quand même exceptionnel d'avoir l'alignement de on grandit ensemble en plus, parce que c'est aussi une jeune marque en fait qui se développe à vitesse grand V, et on s'aide mutuellement, et c'est très très positif ça. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, ça c'est cool. C'est quoi tes projets pour 2023? T'as un petit baby blues là après avoir terminé ça? Après avoir terminé le bouquin? J'ai besoin de repos. Ok. J'ai besoin de repos. Tu sais, c'est ce moment où ouais, j'ai tout donné en fait, parce que je me suis mis une grosse pression, et je suis très content, voilà. Là maintenant, c'est vrai que j'ai encore plein de choses en tête, évidemment. J'ai envie de créer d'autres choses, de rendre le sport plus ludique aussi, tu vois. Pourquoi pas créer une boîte de jeux de sport? Pourquoi pas j'ai aussi d'autres projets, éventuellement de livres sur d'autres thématiques, mais qui se rapprochent un peu, dont je peux pas encore forcément parler. Et puis continuer de transmettre en fait. Je pense que je vais être plus actif sur Instagram, avec du contenu où je vais mettre aussi plus de temps, parce que j'aurai plus de temps, et me laisser plus de temps que ça. Et puis explorer les formats longs. Okay. Ça veut dire YouTube, ça veut dire podcast, ça veut dire venir aussi mettre plus de Charlie dans mon contenu, et puis moi me cacher derrière du contenu. Ouais. Parce que c'est facile de venir avec des choses qui marchent, où on peut dire que oui ou non, et venir comme ça, tu vois, dans un podcast, ou se livrer, et puis être dans un jeu à ciel ouvert où tu peux aller où tu veux, ça fait peur. Dans un jeu à ciel ouvert, le gamer revient. Ouais, c'est pas Street Fighter, quoi, tu vois, où où t'es sur de la 2D avec un méchant en face. Là, tu peux aller partout. Et tu t'es super bien démerdé, franchement. C'est vrai, trop cool. J'ai adoré. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler? T'es fort pour poser des questions, donc en fait c'est très fort de raconter des choses aussi. Je crois que tu m'as vraiment posé toutes les questions qui faisaient sens et qui amenaient vers... Non, on a parlé de la suite aussi. Franchement, c'est bien, je suis très content, et c'était trop bien. Moi, j'ai kiffé ce moment, tu vois. Et c'est vrai que t'as toujours cette appréhension de... tu viens, t'es pas n'importe qui, tu vois, et tu te dis, est-ce que je vais être à la hauteur aussi, tu vois, par rapport à ce que tu as vu, ce que tu as vécu et tout? Écoute, oui. Tu as été à la hauteur. Là, c'est cool, ça fait plaisir. Oublie pas de parler dans le micro, mais... Pardon. Je le voyais en temps off. Non, mais en fait, non, mais c'est juste... j'ai même pas dit, mais en fait, ton underscore, c'est Charlie_EVT. Oui, c'est ça. Je mettrai tous les liens dans les notes. Vous pourrez aller découvrir à la fois le bouquin, mais également ton compte Insta, ton compte TikTok, si jamais un jour t'y reviens, pourquoi pas. Bien sûr, bien sûr. Et puis ton site internet, parce que t'as un site web où tu postes très régulièrement des trucs, quoi. Exact. Merci beaucoup, Charlie. C'était vraiment trop bien. Merci à toi. C'était très chouette de faire plus en connaissance avec toi. Grave. Je crois que les gens vont adorer, franchement. Trop cool. Ça me fait trop plaisir. J'ai mon petit nez qui me le dit. À plus. Trop chouette, à plus.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.